SpaceX lancera dans quelques jours la plus grande fusée jamais créée. Jusqu'à présent, il y a eu un seul vol et bien évidemment, il y avait de la place pour l'amélioration. Un tout nouveau pad et un nouveau système innovant de déluge. Hey, pensez-vous que le deuxième test statique du booster 9 était suffisant pour certifier le lancement? Bien, on dirait bien que oui. Êtes-vous prêt pour votre voyage hebdomadaire à travers le présent, le passé et le futur? Et bienvenue dans votre actualité spatiale. Go! Let's go. Autopilot activated. Nous le savons déjà, SpaceX prépare le lancement de son deuxième vol Starship Super Heavy, le S-25 avec le B9. Ça pourrait être le 8 septembre. Après le NOTMAR ou l'avis au navigateur mis à jour auprès de la garde côtière américaine indiquant que le prochain lancement du Starship aura lieu le 8 septembre, c'est au tour d'Hawaii de recevoir son avis. Pour le crash du Starship dans l'eau. Et depuis, les charges explosives pour le FTS ont été livrées. Des techniciens ont travaillé sur le boîtier FTS du Booster 9. Une chose est sûre, le Starship Super Heavy se rapproche de son deuxième lancement. Puis le FTS, en passant, c'est pour faire exploser le Starship Super Heavy si jamais ça va pas bien. Booster 9 a terminé ses tests avant vol et attend désormais son partenaire pour le deuxième lancement. Puis étant donné que le Ship 25 a déjà été testé il y a déjà plusieurs mois, il ne reste que les tests complets et l'approbation réglementaire en attente pour le deuxième vol. Puis le deuxième test statique réalisé le 25 août semblait mieux que le premier. Oui, selon SpaceX, les 33 moteurs du booster se sont allumés. Puis aucun autre test statique de Super Heavy n'a réussi à enflammer tous les moteurs. 2 moteurs ont été arrêtés peu de temps après l'allumage, puis 31 d'entre eux ont duré toute la durée d'environ 5 secondes. Et le nouveau système déluge, la plaque déflectrice, a eu un impact significatif sur la suppression globale, la puissance. Sur les photos publiées par SpaceX, on peut voir que les flammes et la poussée sont beaucoup moins puissantes lors de la sortie de l'OLM que le tir statique du B7. Et après ce test, Booster 9 a effectué des tirs statiques de haut moteur, 2 amorces de rotation et 3 tests de preuve cryogéniques. Et ça, c'est beaucoup moins que le Booster 7 qu'il avait effectué avant le premier lancement. Il y en avait plus de 20, donc SpaceX ralentit les tests de certification. C'est des bonnes nouvelles. Le véhicule devrait avoir terminé sa campagne de test en une seule étape. Et la prochaine étape serait l'empilage du Ship 25. Et une fois les points de levage supprimés, les zones sont remplies de tuiles TPS ou Thermal Protection System parce que les ouvertures ou les lacunes dans le bouclier thermique ne permettraient pas au vaisseau de survivre à la chaleur de la rentrée. Et ce processus est accéléré une fois que Booster 9 a terminé sa campagne de test et s'est achevé depuis. Et SpaceX a également ajouté le logo de l'entreprise sur le Starship. Et de la même manière que ça a été fait pour le Ship 24. Et le booster doit-il être retiré du pad de lancement pour les derniers préparatifs? Avec le retrait des 2 broches de stabilisation du booster du support de lancement, il semble assez clair que Booster 9 est là pour rester jusqu'au lancement. Et ces broches sont utilisées pour garantir que le booster est guidé en toute sécurité puis avec précision dans la position exacte dont il a besoin pour s'asseoir sur les 20 pinces de maintien et pour s'aligner parfaitement avec le booster Quick Disconnect. Et la prochaine étape sera donc l'empilement des 2 morceaux et le test en tenue humide, le Wet Dress Rehearsal. Et tout ça, c'est pour valider le Starship Super Heavy, l'infrastructure au sol puis le logiciel de compte à rebours. Et pendant ce temps, le véhicule comptera jusqu'à T-10 secondes avant d'abandonner la séquence de lancement simulée. Puis ça nécessitera des mesures de sécurité étendues, notamment une charge importante de méthane, semblable à celle d'un vol. SpaceX doit donc évacuer le village de Boca Chica et ses environs et mettre en place une zone d'exclusion de type vol autour du site de lancement. Puis un autre processus moins probable, mais moins exigeant, consisterait à effectuer un test cryogénique. Et dans ce test, SpaceX validera l'intégrité de l'assemblage parce qu'il a vraiment beaucoup bougé depuis le dernier remplissage. SpaceX peut donc effectuer les 2 tests, un d'entre eux ou aucun. Et ça, c'est en fonction des besoins et des exigences qu'il a lui-même fixées. La FAA doit également terminer le rapport d'enquête sur le premier vol du Starship. Et une fois que ça leur a été autorisé, la FAA pourra décider s'il serait sécuritaire pour Starship de voler à nouveau sur la base de la documentation disponible. Et si SpaceX effectuait le deuxième vol en septembre, d'autres
véhicule pourrait suivre rapidement en fonction des dégâts sur le site de lancement après le deuxième vol. Parce qu'on le sait, il y a le Ship 28 et le Booster 10 qui sont déjà avancés dans leur campagne de construction et de test. Puis si le vol ne détruit pas le site de lancement, eh bien un autre vol cette année pourrait être réalisable au point de vue matériel. Oui, ils en ont tellement, c'est tellement gros. 5, 4, 3. Avez-vous vu le rover Pragan éviter un cratère lunaire? Non. Pas surprenant. Le rover a été dérouté après avoir rencontré un cratère. Oui, la mission de 2 semaines vient tout juste de franchir la moitié du chemin. L'une des premières choses que l'atterrisseur robotique Vikram a effectué après son atterrissage a été de déployer Pragan, le petit rover à 6 roues qui est le premier prototype à se déplacer sur la partie sud de la Lune. Et en passant, Vikram veut dire valeur et Pragan veut dire sagesse. Un peu comme moi. Je comprends pas. La semaine dernière, le monde avait regardé avec impatience Pragan sortir de l'atterrisseur et se rendre sur la Lune pour faire ses premiers pas. Mais aujourd'hui, une nouvelle vidéo de l'Organisation indienne de recherche spatiale, ou l'ISRO, qui gère la mission, montre le rover ensoleillé tournant à 180 degrés. Et la manœuvre était cruciale parce que Pragan s'était approché d'un cratère pendant son exploration. Et n'oubliez pas que la région polaire sud de la Lune est également remplie de cratères d'impact datant de plusieurs millions d'années. Il semble figé dans le temps en raison du manque d'activité tectonique et d'atmosphère sur la Lune qui autrement aurait recyclé sa surface. Et l'abondance de cratères dont certains sont si profonds qu'ils ne voient jamais la lumière du jour est l'une des raisons pour lesquelles le pôle sud lunaire constitue un environnement difficile pour atterrir et travailler. Mais c'est également dans ces zones d'ombre permanentes que les scientifiques pensent que la glace d'eau pourrait résider. C'est pourquoi les agences spatiales du monde entier ont manifesté un immense intérêt pour la visite du pôle sud lunaire. Le détournement de Pragan depuis l'un de ces cratères dangereux a été capturé par des caméras à bord de l'atterrisseur Vikram. Et quelques jours seulement après avoir commencé sa chasse à la glace d'eau, le rover lunaire a confirmé la présence de soufre. Et le 30 août, il a cliqué sur la première image de son vaisseau mère, l'atterrisseur Vikram à quelques mètres de distance. Puis il reste à la mission révolutionnaire seulement qu'une semaine de soleil garantie. Puis après quoi, le duo robot-atterrisseur-rover pourrait s'arrêter. Et en attendant, Pragan est toujours à la recherche de glace d'eau qui, selon les scientifiques, pourrait être exploitée pour servir de support vital aux futurs astronautes lunaires ainsi que de carburant pour des fusées. Et voici les données de température du sol lunaire présentées sous forme de graphique de profondeur et de température provenant de l'instrument d'expérience thermophysique de Surface Chandra sur l'atterrisseur. Il s'agit d'une petite sonde remplie de toutes sortes de capteurs thermiques qui percent environ 10 cm dans la surface. Et l'instrument observe les propriétés thermiques du sol lunaire, puis d'après ses données initiales, il semble qu'à seulement 8 cm sur la surface lunaire, les températures restent très froides, on parle de moins 10 degrés Celsius. Puis en revanche, bien au-dessus de 50 degrés à quelques centimètres au-dessus de la surface. Puis ça, c'est un excellent exemple de la faible conductivité thermique de la surface. Pragan dispose également de 2 caméras de navigation qui renvoient des données à l'atterrisseur Vikram. Et l'atterrisseur transmet ensuite ces informations au Deep Space Network de la NASA, puis aux stations au sol de l'ISRO. Et puis les équipes de l'ISRO les analysent puis renvoient des instructions précises au rover. Et l'un de ces 2 instruments baptisés LIBS ou Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Peux-tu répéter? Non. Utilise un laser à haute énergie pour déterminer la composition des matériaux. Puis imaginez, il a trouvé de l'aluminium, du soufre, du calcium, du fer, du chrome et du titane. Et l'équipe recherche désormais tout signe d'hydrogène. Wow! Et la course est vraiment lancée pour collecter autant de données que possible dans la région du pôle sud avant que la nuit lunaire ne s'installe, ce qui aura lieu la semaine prochaine. Et une fois que ça va se produire, les températures pourraient descendre jusqu'à moins 130 degrés Celsius. Puis le lander et le rover sont pas vraiment conçus pour survivre à ces conditions. J'espère qu'ils vont réussir à survivre à la nuit, même si c'est extrêmement long. D'une manière ou d'une autre, Chandrayaan 3 a clairement gagné la fameuse course au départ de Luna 25. L'orbiteur de reconnaissance lunaire, le LRO, a réussi à survoler la zone de crash potentiel du Luna 25 qui s'est écrasé sur la Lune la semaine dernière. Regardez ce qu'il a trouvé, un nouveau petit cratère qui n'était pas présent il y a quelques mois. Alors oui, mes amis, nous pouvons affirmer sans l'ombre d'un doute que c'est bien le site du crash de Luna 25.
Les équipes Osiris-Rex effectuent les dernières répétitions avant le retour des échantillons. C'est très bientôt, là, fin septembre. Osiris-Rex est une ambitieuse mission d'échantillonnage d'astéroïdes. Il a été lancé le 8 septembre 2016 et est entré en orbite autour de l'astéroïde géocroiseur Bennu le 31 décembre 2018 avant un bref atterrissage le 20 octobre 2020 où il a récupéré un échantillon de la surface de l'astéroïde. Osiris-Rex ramènera donc l'échantillon sur Terre le 24 septembre 2023 avant de partir pour une mission prolongée visant à étudier l'astéroïde Apophis. Et aujourd'hui, mes amis, Osiris-Rex est désormais à moins d'1 mois de rapporter des échantillons de l'astéroïde Bennu et la NASA a organisé une conférence de presse le 30 août dernier pour présenter un aperçu de ce qui va se produire le 24 septembre. Je vous le partage. Et pour préparer l'atterrissage, la NASA a mené un exercice de récupération de capsule le 29 août à Dugway. La capsule de test a été déposée sur la plage où la capsule Osiris-Rex devrait atterrir. Et les équipes ont récupéré la capsule de test en utilisant les mêmes méthodes, outils et procédures qu'elles utiliseront le jour de l'atterrissage. Et le lendemain, eh bien, c'est au tour du test de chute qui a été effectué à 2 km d'altitude au-dessus du sol. La capsule d'essai a été larguée depuis un hélicoptère et a déployé avec succès son parachute principal. Le vaisseau spatial doit effectuer plusieurs manœuvres avant de décider si la capsule de retour d'échantillon, on l'appelle la SRC, doit être libérée et atterrie. Puis une fois la décision de larguer la capsule prise, eh bien, la commande de largage sera envoyée à Osiris-Rex depuis la zone de soutien de la mission Lockheed Martin au Colorado. Et une fois cette commande envoyée, la version réelle aura lieu environ 3 heures plus tard. Et 1 heure supplémentaire est disponible dans cette fenêtre. Si nécessaire, la décision dépendra de 3 critères. La sécurité des humains, la capacité de survie de la capsule et la précision de l'atterrissage. Puis si un problème devait empêcher le largage et l'atterrissage de la capsule, eh bien, Osiris-Rex survolerait la Terre et résoudrait le problème au cours des 2 prochaines années. On veut pas que ça arrive, c'est trop long, là. On veut que ça arrive là. Et une autre opportunité de plonger la capsule et d'atterrir à Dugway se présentera en 2025. Et si ça se produisait, bien, cependant, Osiris-Rex survolerait le Soleil, exposant le vaisseau spatial à des températures supérieures à celles pour lesquelles il était conçu. Et il est également noté que les conditions météorologiques n'entraîneront aucun report de l'atterrissage. Même les orages ne retarderaient pas l'atterrissage. Puis une fois le SRC libéré avec succès du vaisseau spatial Osiris-Rex, ben, il faudra 4 heures à la capsule pour atteindre la surface de la Terre. Et la capsule pesant environ 46 kg, c'est pas lourd, là. Ben, elle est équipée d'un accéléromètre qui mesurera les forgés sur le vaisseau spatial, mais elle n'est équipée d'aucun système électronique ou caméra GPS. La capsule aura son bouclier thermique ablatif Pika face à la Terre, alors qu'elle se dirigera vers notre planète avec ses échantillons d'astéroïdes. Puis elle aura à supporter des forces jusqu'à 32 fois la gravité terrestre. On parle de 32 G pendant sa descente. Et il y aura 13 minutes entre l'entrée dans l'atmosphère et l'atterrissage. Puis 2 minutes après la rentrée, ben, le parachute Drogue se déploiera à une altitude d'environ 31 km au-dessus de la surface. Et l'endroit se trouve à 138 km au sud-ouest de Salt Lake City. Et c'est une base militaire américaine isolée fondée en 1942 qui était utilisée pour tester ses armes chimiques et biologiques. Et après l'atterrissage, la capsule sera transportée à l'aide d'un hélicoptère vers une salle blanche portable spécialement construite pour manipuler les échantillons. Et les échantillons seront connectés à une réserve d'azote qui les protégera de l'atmosphère terrestre. Et de plus, eh bien, la salle blanche, qui est maintenue à une température de 20 degrés Celsius, aura une pression d'air légèrement supérieure à celle de l'air ambiant pour empêcher la poussière et la saleté d'entrer. Et le lendemain, les échantillons à l'intérieur d'un conteneur spécifiquement conçu seront transportés dans un cargo C-17 de l'US Air Force à destination de Houston au Texas. Et une fois le C-17 arrivé à Houston, les échantillons seront transportés vers une autre salle blanche qui a également été spécialement construite pour traiter ces échantillons de Bennu. Puis ça a été fait pour éviter toute contamination croisée provenant d'échantillons lunaires ou d'astéroïdes existants. Et le Johnson Space Center stocke présentement des échantillons lunaires de l'ère d'Apollo ainsi que des météorites de l'Antarctique, puis des échantillons des missions Genesis et Stardust. Puis en échange de sa contribution à la mission, le Canada, oui, notre pays, obtiendra une partie de cet échantillon. Il deviendra donc le 5e pays à conserver un échantillon recueilli dans l'espace. C'est pas rien. Et le regolith de l'astéroïde Bennu sera étudié par des générations de scientifiques canadiens et du monde entier. Donc la récupération, oui, on va la revoir sur Terre le 24 septembre, ça devrait, mais la mission va se poursuivre, elle. C'est à ce moment qu'il sera rechargé pour passer près de l'astéroïde géocroiseur Apophis en 2029 avec un nouveau surnom. Osiris Apophis Explorer ou Osiris Apex. Marilyn Lovell, ça c'est l'épouse de Jim Lovell, qui faisait partie des missions Apollo 8 et Apollo 13, est bien décédée la semaine dernière.
Le mont Marilyn, nommé par Jim lors de l'entraînement d'Apollo 8, était l'un des nombreux points de repère utilisés par les astronautes d'Apollo pour estimer leur position lors des alunisages. Le 27 août 2023, Marilyn Lily Lovell, épouse du capitaine James Lovell, astronaute américain des programmes Gemini et Apollo, est décédée paisiblement à Lake Forest, dans l'Illinois. Elle était entourée de son mari et de sa famille. Marilyn Lovell est née le 11 juillet 1930 à Milwaukee, au Wisconsin, puis c'était la plus jeune de 5 enfants. Elle a fréquenté le lycée Juneau à Milwaukee, où elle a rencontré son futur mari et partenaire depuis 71 ans. Et en tant que membre actif de l'Astronaut Wife Club, Marilyn Lovell a promu la carrière de son mari à la NASA et a apporté son soutien à d'autres épouses d'astronautes. Et sur cette photo, nous voyons Marilyn Lovell qui s'entretient avec Charles Berry, qui était chirurgien de l'ère d'Apollo 13 dans une zone d'observation derrière le Mission Control, le 14 avril 1970, quelques heures seulement avant qu'un réservoir d'oxygène à bord n'explose et ne mette en péril la mission. Une montagne triangulaire sur la Lune a été nommée Mont Marilyn par l'astronaute Lovell lors de la mission Apollo 8. Le sommet de 1400 mètres se situe entre les sombres plaines de lave lunaire, de la mer de la Tranquillité et de la mer de la Fertilité. L'astronaute Lovell a été le premier à nommer cette fonctionnalité depuis l'orbite lunaire alors qu'il cartographiait les sites d'atterrissage potentiels pour la mission Apollo 11. Et après avoir scruté la côte de la mer de la Tranquillité, Jim Lovell a repéré la montagne et sa forme pyramidale distinctive qui serait reconnaissable par les futurs équipages. Et il a rapidement vérifié auprès de ses collègues membres d'équipage pour voir si quelqu'un d'autre l'avait repéré. Ensuite, je l'ai trouvé et je lui ai donné un nom, le mont Marilyn. Le mont Marilyn, avec son aspect triangulaire distinctif, se trouve en haut à gauche sur cette photographie prise sur Apollo 10. Et il a servi de point de repère important pour les astronautes d'Apollo 11 lors de leur descente à la surface, puis son nom est apparu sur de nombreuses cartes et rapports techniques de l'ère Apollo. Et pendant des décennies, il s'agissait d'une désignation informelle, mais le 26 juillet 2017, le sommet a été officiellement reconnu comme étant le mont Marilyn par l'Union astronomique internationale. Même dans l'exploration spatiale, il peut y avoir du romantisme. Et Marilyn laisse dans le deuil son mari, bien sûr, après 71 ans de vie commune, ses 4 enfants, 11 petits-enfants et 7 arrière-petits-enfants. RIP, Marilyn Lovell. Et ça complète votre actualité spatiale chaude de la semaine. Hey, désolé, j'ai pas pu vous offrir la section Histoire spatiale, Cosmos et Aviation. J'ai manqué de temps cette semaine. Pourrais-tu leur dire pourquoi tu es en retard? Ouais, disons que j'ai fait un flat vendredi soir, puis ça m'a ramené en ville samedi, puis je suis déjà reparti. Oui, on a une pénurie de pilotes, vous le savez. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout et comme disait Confucius cette semaine, apprendre sans réfléchir est vain, mais réfléchir sans apprendre est dangereux. N'oubliez pas ce ciel merveilleux qui est là pour vous. Alimentez vos passions et soyez Blue Dot. Le futur, ça commence maintenant. Adios! Amigos! Autopilot activated.